Ils ont passé 3 ans de formation à l'École nationale des finances, ENEF en sigle. Ces lauréats de la section douane ont eu pour la plupart des mentions distinction et satisfaction. En tant que douanier, nous ne cesserons de louer les efforts consentis par votre autorité pour le bien-être des douaniers en général et ceux qui passent à l'École nationale des finances pour la formation douanière en particulier. Nous avons bénéficié de votre accompagnement sans faille pendant notre cursus, tant sur le plan matériel que financier. Ils viennent d'être honorés par la haute direction des douanes avec à sa tête le directeur général Bernard Kabessé, assisté du directeur général adjoint en charge des questions techniques et du chef des sections douanes de l'ENEF, représentant du directeur général de l'École nationale des finances. Il était question de leur donner des orientations précises devant valoriser leur formation et améliorer ainsi leur rendement quotidien dans la mission de mobilisation des recettes dues au trésor public. Au terme de votre cursus à l'ENEF, je vous exhorte à vous approprier les enseignements reçus durant les 3 années à l'École nationale des finances et de les utiliser de manière à influencer positivement vos collègues et améliorer ainsi la qualité du travail à accomplir au sein de notre chère administration. Je vous demande de préserver les acquis de cette formation, de les consolider et de les pérenniser sur terrain. Je vous invite à adhérer à la philosophie du changement et à en être des animateurs afin de conduire l'administration douanière de la RDC vers la vision d'excellence. Les lauréats ont dit toute leur reconnaissance et ont promis d'œuvrer dans la logique de l'éthique et de la déontologie douanière. Les forces vives recommandent ce qui suit. 1. Au gouvernement d'accélérer le processus du départ de la MONUSCO, de relever le porte-parole des opérations Sokola 1 en la personne de Anthony Mwalushaï, qui s'est distingué dans la communication mal orientée, de se pencher sur la question de la gestion du conflit des limites entre la population riveraine du parc national de Virunga et l'ICCN avant que le pire n'arrive, de sanctionner des personnes impliquées dans la destruction intentionnelle du lac Édouard dans la cité de Kiavignon. Une mise en garde est donnée à la COPEVI qui se distingue actuellement dans le rançonnement de la population appauvrie de Kiavignon, de relever l'unité militaire passant carotte dans le territoire de Beni pour leur inefficacité dans les opérations de traque de rebelles à Defnal, de revoir les frais fixés pour les examens d'État pour les élèves finalistes du Nord Kivu, session 2024, qui traversent une turbulence de la guerre, au besoin reconduire les frais de la session 2023. Au Conseil de sécurité et à toute la communauté internationale d'éviter de jouer à la double face et de sanctionner les agresseurs de la RDC, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. Il s'agit ici de Jean-Marc Kabunda, de l'honorable Bakachuraki Kavusa Semeni, le journaliste Stani Boujakira, Mike Mukebai, l'honorable Salomo Kalonda Ididela, le docteur Ilunga, le dossier Kamona Sapo de certains militants de l'UDPS et autres détenus préventifs et prisonniers à travers le pays. Ces derniers n'ont pas figuré parmi les 304 détenus préventifs libérés de la prison centrale de Makala le 13 février 2024 dans le but de désengorger les maisons carcérales. Une situation
qu'a déploré les défenseurs des droits de l'homme. Il plaide auprès du président de la République d'accorder une grâce présidentielle et la liberté conditionnelle en faveur de ces détenus et autres prisonniers à travers le pays, puisque parmi eux, il y a 2 qui ont été élus députés nationaux aux législatives nationales du 20 décembre dernier. Eux devraient en principe être libérés afin de leur permettre d'occuper leur siège. Cas de l'honorable Bakachuraki Kavusa Semeni et l'honorable Salomo Kalonda Ididela. Une suite favorable est donc attendue par ces défenseurs des droits de l'homme en faveur de ces Congolais toujours en détention. Mardi 27 février 2024 à Luanda, capitale angolaise, le président João Lourenço et Félix Tshisekedi ont échangé à huis clos sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Arrivé dans la matinée de ce mardi à Luanda en Angola, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Sur initiative du président angolais, c'est huis clos de Luanda et la suite du mini-sommet de la sécurité dans l'est de la RDC, organisé le 18 février dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, en marge de la 37e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À l'entame de ces échanges, la RDC a maintenu sa position, le retrait immédiat de troupes militaires rwandaises du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement de rebelles du groupe terroriste 123. De l'autre côté, le médiateur choisi par l'Union africaine a aussi échangé avec Paul Kagame dans le but d'aboutir à un tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. C'est sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, que le directeur de cabinet, Guylaine Yembo, a organisé une réunion avec les différentes parties prenantes impliquées dans la matérialisation du programme de développement des 145 territoires et quelques structures de contrôle de programme en vue de mener une étude de faisabilité relative à la mise en place du Comité national de contrôle du programme, CNCP. Pour assurer la mise en œuvre effective du programme de développement local de 145 territoires, le chef de l'État a pris une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et de suivi et évaluation du programme de développement local dans 145 territoires. Il y a une structure qui est prévue, le Comité national de contrôle du programme. C'est ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État a convoqué une réunion du Comité national de contrôle du programme pour qu'effectivement le contrôle de ce programme de développement local des 145 territoires soit opérationnel. C'est une structure qui a effectivement la vocation de renseigner, de remettre à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est le président du comité de pilotage du programme de 145 territoires, autorité d'impulsion, d'orientation et de décision, pour qu'il soit informé de l'état d'avancement et de la qualité des travaux qui sont ainsi prévus dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Donc c'est une entité très importante parce que le président de la République ne peut que se baser sur ça pour donner des orientations, donner de l'impulsion et prendre des décisions importantes pour canaliser et assurer l'atteinte des objectifs qui sont assignés à ce programme. Les différentes parties prenantes devront encore se réunir dans une semaine autour du directeur de cabinet du chef de l'État pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en place du Comité national de contrôle du programme. S'il est poursuivi, ce n'est pas parce qu'il aurait fait un acte. La décision du tribunal de grande instance rejetant la demande de la mise en liberté provisoire du journaliste Stanley Boujakira formulée par la partie défenderesse est tombée comme un coup de tonnerre. L'on pouvait s'attendre à tout sauf à un refus. Consterné par cette mauvaise nouvelle, les chevaliers de la plume déplorent la tournure que prend le dossier du directeur des programmes adjoints du média en ligne Actualité CD et correspondant de Jeune Afrique en République démocratique du Congo. Boujakira, journaliste de son état, est reproché pour un article qu'il n'a pas signé, remettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre de l'opposant Chéribin Okende. Depuis son arrestation le 8 septembre 2023 dernier, plusieurs organisations ont exigé sa libération, mais en vain. Les espoirs de tous étaient sur le chef de l'État, lui qui a promis son implication personnelle dans ce dossier. Hélas, la situation s'est empirée. Stanley Boujakira voit son séjour prolongé à la prison centrale de Makala. De la régularité de la détention, monsieur.
Après Luanda, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Bruxelles en Belgique. Ce mercredi 28 février 2024, dans la matinée, où il a eu un tête-à-tête avec le premier ministre belge, Alexander De Croo, sur la coopération bilatérale, les sujets d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Parmi les questions abordées, les relations avec l'Union européenne, dont la présidence tournante du Conseil européen est tenue par la Belgique depuis 6 mois. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour rappeler la position ferme de la RDC concernant la crise sécuritaire dans l'Est et le récent protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. En sus du tête-à-tête de cette matinée, les présidents Félix Tshisekedi et son hôte auront une séance de travail avec leurs délégations respectives. Après l'approbation par le Fonds monétaire international de la 5e revue au titre de facilité élargie pour la RDC, l'heure est venue pour l'évaluation, mais aussi aux préparatifs de la prochaine revue prévue pour fin avril 2024. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Nyembo-Mbouizia, il a été question pour l'équipe du FMI, reconduite par le chef de mission du FMI, de faire le point sur la mission technique d'évaluation de la 5e revue commencée la semaine dernière et qui s'est achevée hier mercredi 28 février 2024. Cette mission, c'est une mission technique pour préparer la mission de revue, pour la 6e revue, qui se tiendra fin avril, début mai, pour évaluer les performances de la dernière revue du programme. Parce que c'est la première fois aussi que ce pays est passé jusqu'à la 5e revue d'un programme. Ça veut dire qu'il y a un engagement, il y a des efforts qui ont été faits, des réformes qui ont été mises en œuvre. Donc maintenant, on attend de voir à la prochaine revue, on fera l'évaluation pour voir si la RDC a fini cette revue également, qui sera aussi la conclusion du programme, qui sera aussi une première dans ce pays. Et nous attendons, nous avons fait le point avec le directeur du cabinet, des réformes à faire, du travail à faire. Ce qui a été en fait déjà approuvé, les réformes qu'il faut faire ont été déjà approuvées par notre conseil d'administration. Maintenant, on est venu pour la mise en œuvre. Lors de cette séance de travail, l'équipe du Fonds monétaire international a encouragé la République démocratique du Congo à travers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts entrepris dans l'exécution de ses engagements pris dans la réalisation de différentes réformes. À ce jour, la République démocratique du Congo a réussi à accomplir de manière satisfaisante 5 des 6 revues prévues. Le président de la République démocratique du Congo séjourne à Bruxelles, la capitale de la Belgique, depuis le matin du mercredi 28 février. Sur place, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec Alexander De Croo, Premier ministre belge, avant d'être reçu au Palais Royal par le roi Philippe. Le chef de l'État congolais s'est entretenu avec le roi belge sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. À ce sujet, le roi Philippe a renouvelé sa solidarité envers le peuple congolais. Bien avant cet entretien, Félix Tshisekedi a échangé avec Alexander De Croo, Premier ministre belge, sur le même sujet. Au terme de leur rencontre, le chef de l'État congolais a devant la presse rappelé la position ferme de la RDC concernant les récents protocoles d'accord signés entre l'Union européenne et le Rwanda. Il s'est de noter qu'au cours de leur entretien avec le roi Philippe, les questions environnementales ont aussi été abordées.
Les amoureux de la culture en ont eu plein les yeux la soirée du jeudi au centre Wallonie-Bruxelles. Le ballet Nsangombonda leur a produit un spectacle haut en couleur grâce au tam-tam. Pour certains spectateurs, cette scène leur a rappelé l'ancienne époque où les tam-tams avaient joué un rôle très important pour les grands événements dans la société traditionnelle congolaise. Shadrach Matei a beaucoup aimé ces spectacles qui a réveillé en lui les vieux souvenirs de ses origines. Aujourd'hui, je me suis décidé de venir parce qu'il y avait un groupe, je dirais, professionnel et par son sens de jouer, par les échos que j'avais entendus. Et quand l'ami en question m'a présenté leur invitation, je n'ai pas pu hésiter pour venir au moins déguster la musique liée au tam-tam. Nous sommes presque en commun avec les ancêtres parce que nous dirons que les tam-tam, c'était un instrument qui communiquait, qui parlait. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de mots, mais ces sons-là nous rappellent l'esprit des ancêtres, ce qu'ils faisaient pour communiquer à d'autres horizons des problèmes qui se passaient dans leur coin. Charlie Mabilama est assistant au département culture et responsable communication du centre Wallonie. Pour lui, les talents congolais doivent être accompagnés puisqu'ils véhiculent la culture congolaise à travers leurs œuvres. C'est pour cette raison que la Belgique et la RDC, deux pays qui ont une histoire commune, ont décidé de travailler en synergie. L'objectif est de faire rayonner les œuvres artistiques congolaises. En fait, ce spectacle a été initié dans le cadre de la co-création et de la valorisation culturelle du Congo et aussi de tout ce que la RDC regorge comme bénéfice culturel en partenariat bien sûr avec l'esprit de co-création que la Belgique, la région Wallonne, qu'on représente aussi en RDC, essaie de promouvoir ici à Kinshasa. Voilà, le groupe s'appelle le ballet Nsangombonda. C'est juste le Nsango déjà, c'est en lingala qui signifie nouvelle. Et la nouvelle, c'est le Mbonda. Et dans le temps passé, en fait, les villages communiquaient par le lokolé ou le tam-tam. Alors c'est pour ça que dans leur création artistique, ils remettent le tam-tam au centre de toute leur création et de l'univers créatif. Et ils le reversent sur toutes les diversités culturelles que regorge la RDC. Ce spectacle de ballet Nsangombonda a pris 3 années de préparation. Un temps qui a permis au groupe de présenter un spectacle de haute facture qui a permis de démontrer au public le rôle du tam-tam dans toutes ses facettes. Les directeurs artistiques s'est dit satisfaits du travail abattu. Ouais, papa, il y a titre spectacle, vous avez Ibonga Nambonda. Le thème pour ces ballets était Ibonga Nambonda. On a eu le temps de travailler pendant 3 ans pour ce spectacle. Pour plusieurs personnes, le tam-tam n'est utilisé que dans des églises. Non, nous avons voulu démontrer que cet instrument artistique peut jouer plusieurs rôles. On peut utiliser des baguettes pour battre le tam-tam. Un bidon en plastique peut aussi être utilisé comme tam-tam. Ces artistes ont profité de ces spectacles pour condamner les atrocités commises dans la partie est de la RDC où le pays subit une agression du Rwanda à travers le terroriste de M23. Les sons des tam-tams et la chorégraphie ont été également utilisés à cette fin. L'on se rappelle qu'au début de la procédure d'enquête, en date des 13 et 19 juillet 2023, le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vonde Mambou, avait fait des communications de presse aussi précoces que surprenantes qui tentaient d'orienter l'opinion dans le sens voulu par lui, affirmant déjà que l'honorable Chéribé Okende était tué par une balle tirée par l'arme de son garde de corps retrouvé dans sa voiture. On tenta d'incriminer d'emblée des personnes de l'entourage de la victime. Aujourd'hui, il se permet d'affirmer sans froid aux yeux, après plus d'un semestre d'opacité dénoncé souvent par la famille de la victime, qu'il s'agit plutôt d'un suicide. Quel cynisme! Ensemble pour la République réfute ces élucubrations et rejette ces conclusions qui sont totalement déconnectées de la vérité. Ces genres de comportements au sommet de l'appareil judiciaire confirment que notre justice, gangrénée par l'incompétence,
la corruption et l'immoralité de nombreux de ces animateurs est plus que malade, comme le rappelle souvent le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même. Tout en condamnant fermement la tentative d'occulter la vérité, Ensemble pour la République continue d'exiger que justice soit rendue à Chérubin Okende et que sa mémoire soit honorée et respectée. Ensemble pour la République invite tous les amis de la République démocratique du Congo et les organisations de défense des droits humains à rassembler leurs efforts afin d'exiger que les experts internationaux rendent publics leurs rapports, vu que la procédure au niveau de la justice de notre pays est à son terme. Ensemble pour la République appelle tous les Congolais épris de justice à rester mobilisés pour des manifestations imminentes contre un système judiciaire immoral. Ensemble pour la République encourage les avocats qui accompagnent la famille Okende à obtenir la levée copie du dossier afin de permettre que se poursuive la quête de la vérité, notamment par recours à d'autres expertises indépendantes et à des instances judiciaires internationales. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous voulions aller plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Au-delà de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pouvaient être les causes qui ont poussé Sieur Chérubin Okende à pouvoir se donner la mort. Et 3 jours avant sa mort, Sieur Chérubin Okende avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau ». Son épouse, et c'est ça les enquêtes qui sont en train d'être menées, le progrès vous dira davantage, n'a pas caché que peu avant sa mort, les découillous étaient très tendus, il était préoccupé et c'était aussi le témoignage de tous ceux qui avaient été entendus, qui l'avaient approché, notamment son chauffeur, ainsi que celui qui pouvait encore être en prison aujourd'hui, monsieur son garde-corps. Lancée en décembre 2023, la session de formation des magistrats et personnels administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature s'est clôturée le lundi 26 février 2024. 2 mois durant, les 9 membres et 36 agents et cadres administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature ont été outillés sur les logiciels informatiques Word et Excel. Cette formation avait pour objectif d'une part de contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans la gestion numérique des dossiers, d'autre part de répondre aux défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les bénéficiaires ont reçu des certificats sanctionnant la fin de la formation. Christelle Hassani voit déjà son rendement être amélioré avec les connaissances acquises. Nous remercions aussi l'IFS parce que nous avons été bien formés et notre tour, nous allons vraiment l'appliquer à nos services et c'est vraiment très important parce que l'informatique pour le moment, c'est vraiment un outil très important dans tous les domaines. Les directeurs administratifs au secrétariat permanent du CSM a sollicité l'appui en matériel informatique pour permettre aux personnes formées de mettre en pratique la matière apprise. Je crois que ça sera maintenant le bruit pour qu'ils nous aident à avoir les outils
les ordinateurs dans chaque bureau pour que chaque agent qui est là puisse s'exercer. C'est de Parge, merci beaucoup de nous avoir amenés à connaître c'est quoi l'informatique, à connaître les sommes, les divs. Non, ce n'était pas facile. Bon, Dieu merci, on connaît quelque chose. Quand on prend la machine aujourd'hui, on sait quand même naviguer et comprendre quelque chose. L'informatique est un outil indispensable actuellement dans la gestion. En tant qu'organe de gestion, gérer un corps à la manière traditionnelle sur papier cause beaucoup de problèmes. À travers cette formation, l'administration du CSM va optimiser et s'adapter à la modernité pour faciliter la gestion numérique des dossiers. Je réitère, pour terminer, mes remerciements au Parge. 2. Mes remerciements également au directeur ainsi qu'au centre de formation, ainsi qu'à tous les enseignants. J'invite maintenant tous les magistrats et cadres et agents administratifs du secrétariat permanent à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les rendements puissent changer, ça doit être visible. Dans l'agenda du secrétaire permanent du CSM, plusieurs formations sont prévues pour les prochains jours, notamment sur les managements, mais aussi en anglais. Il sera question d'améliorer la gestion des effectifs, mais aussi de permettre au secrétariat permanent de jouer pleinement son rôle de pièce maîtresse de l'appareil judiciaire.